Bonjour à vous toutes et tous. Sincèrement ravi de vous accueillir pour cette petite heure de présentation du leader du projet Leader éveillé. Mon nom est Patrick Baudouin, entrepreneur et communicateur depuis plus de 35 ans en Europe comme au Canada. Notre programme aujourd'hui, en fait, une mise en perspective du pourquoi du projet Leader éveillé. Des rencontres avec des personnalités inspirées et inspirantes et aussi un débat sur l'urgence de se mobiliser comme leader dans ce monde bousculé. Bonjour à tous et toutes. D'abord, merci d'être là. Merci de prendre du temps pour vous. Si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux de repenser votre rôle de leader. Comment être un leader inspiré et inspirant? Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder des pistes de solutions pour que le meilleur advienne pour vous, pour votre entourage et pour un monde meilleur. Merci Patrick de nous accompagner dans cette belle aventure. Céline est entrepreneur. Elle a présidé une entreprise canadienne en marketing employeur et en technologie. Elle est également entrepreneur sociale au Burkina Faso. Impliquée à la Maison des éditeurs du Québec, elle est notamment formatrice en pleine conscience. Après avoir obtenu sa certification Mindfulness Meditation Teacher de l'Université Berkeley en Californie, elle est aujourd'hui la fondatrice du parcours Leader éveillé. Leader éveillé. Qu'est-ce donc? Un leader n'est-il pas par essence éveillé? Éveillé, quand on parle de leader, que recouvre réellement ce qualificatif? Parle-t-on seulement de management, de développement personnel, de spiritualité? Questions aussi nombreuses que judicieuses. De fait, nous vivons depuis ces dernières décennies une affolante accélération de notre monde. La révolution technologique avec ses mutations comportementales, la mondialisation et ses nouveaux déséquilibres économiques ou environnementaux, tout cela bouscule nos entreprises, les salariés de manière souvent brutale, avec, il faut bien l'avouer, son lot d'incompréhension, de confrontation, sinon parfois, malheureusement, de drames. Et au milieu de ce monde bousculé, l'entrepreneur, le dirigeant, le manager, ce leader souvent isolé, critiqué, montré du doigt, accusé de bien des défauts, et pourtant si courageux, si essentiel. En effet, quand on mesure combien est difficile cet engagement, combien lourde est cette responsabilité, on ne peut qu'admirer celles et ceux qui décident de repenser leur place, de questionner leurs orientations, mais surtout enrichir toujours plus leur trajectoire par de nouvelles rencontres, de nouvelles idées, bref, de rafraîchir leur vision de leader. Pour parcourir par petites touches le pourquoi de ce projet mobilisateur du leader éveillé, je vous propose de partir à la rencontre de quelques-uns de nos futurs intervenants. Yves Le Bihan, vous êtes entrepreneur, coach de dirigeants, auteur, chroniqueur au Harvard Business Review France, mais aussi chercheur associé à la chaire ESSEC Change. Vous animez également l'Institut français du leadership positif. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est que actuellement, et puis la pandémie est là pour le souligner, on vit dans un monde qui connaît des accélérations fulgurantes et se fait bousculer un petit peu de toutes parts. Ces dernières années, on a vu d'ailleurs se multiplier pas mal de dérives financières, éthiques, écologiques. Au milieu de tout ça, une entreprise qui vit un malaise croissant des cadres, une montée des risques psychosociaux et même d'ailleurs des harcèlements de tout ordre. Comment voyez-vous le leader d'aujourd'hui en ces temps bousculés? Merci pour la bonne et belle question, pas simple d'y répondre. Je dirais que ce monde a absolument besoin d'une nouvelle génération de leaders, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est même la priorité, je crois, de la plupart des CEO, si on suit les principaux sondages actuellement. Pas fondamentalement, pardon, je pense que nous ne sommes pas dans une crise du capitalisme, mais plutôt une crise du leadership. C'est pour ça que ce programme est absolument essentiel. Un leader, pour moi, c'est celui qui fait les choses justes. Et pour développer donc un leadership éveillé, en conscience, comme le propose ce beau programme, pour moi, il s'agit avant tout d'accepter un processus de transformation plus que d'acquérir plus de compétences. Alors, dans cet environnement
incertain et pour longtemps, paradoxal c'est sûr, mais aussi porteur de tant d'espoir. Et moi, il me semble que le leader d'aujourd'hui peut développer 3 qualités fondamentales. Être soi, être pour et être avec. Et je vais tâcher d'illustrer mon propos. Être soi d'abord, dans l'économie du savoir, c'est, il me semble, une qualité essentielle, c'est une bonne, très bonne connaissance fine de soi. C'est un facteur clé de succès. Donc on parle de conscience, d'acceptation de soi, muscler plutôt ses points forts. Je pense que la plupart des leaders se trompent sur leurs points forts et se sentent plutôt sur leurs faiblesses. Donc arriver à repérer les domaines où notre arrogance intellectuelle nous aveugle pour mieux voir nos compétences me semble être un réflexe à porter sur le être soi, le leadership de soi. Autre illustration dans ce leadership d'être soi, c'est évidemment identifier, valoriser, agir selon ses valeurs. Moi, j'aime bien le test du miroir tous les jours, se dire, tiens, quelle personne ai-je envie de voir le matin dans ce miroir-là? Travailler dans une entreprise dont le système de valeurs est inacceptable ou incompatible avec votre propre système de valeurs, vous condamne forcément à la frustration et nuit à votre performance. Donc, pour moi, les valeurs du leader, comme les valeurs de n'importe quel individu, doivent être compatibles, proches de celles de l'entreprise pour coexister. C'est vraiment cette première dimension intérieure de congruence, comme le disait Carl Rogers, c'est-à-dire le degré de conscience et de réceptivité avec lequel le leader accède finalement à tous les aspects de son propre flux expérientiel. Donc être soi. Ensuite, être avec. Alors être avec, là on est vraiment dans le leadership de la relation, le leadership par l'empathie, le leadership par l'intelligence collective, pour rendre les autres, servir même les autres et ses équipes plus compétents, plus épanouis. Donc il crée, le leader, il crée ces conditions pour donner finalement le meilleur de soi. C'est la dimension, on va dire, plutôt extérieure, appelée de transparence ou de résonance, dans l'approche de Carl Rogers, c'est-à-dire la communication ouverte de ses perceptions, de ses attitudes aussi, de ses sentiments conscients, afin de comprendre et mieux entraîner ses équipes. Être avec. Et puis le troisième, pour moi, c'est être pour. Être pour, c'est plus que jamais être porteur de sens, porter le sens, le purpose, grâce à une compréhension, je dirais, lucide, fine des enjeux finalement qui se présentent à n'importe quelle organisation. Le dirigeant doit creuser sa raison d'être, à mon sens, pour mieux servir une cause qu'il le transcende finalement, c'est-à-dire maintenir cet équilibre difficile mais dynamique entre des alternatives souvent contradictoires, toujours interdépendantes, mais qui amènent des tensions, et c'est bien normal. Et c'est ça la difficulté, je trouve, pour un leader aujourd'hui, de gérer ces tensions. Donc l'ère des dilemmes, l'ère de la dissonance cognitive, très inconfortable, c'est sûr, et là, est arrivé, et pour longtemps. Alors, comment y faire face? Eh bien, probablement en travaillant ce leadership de soi, au service du leadership avec, et enfin au service du leadership pour une cause, encore une fois, qui nous transcende. Merci Yves. Je me tourne à présent vers vous, Robert Bouchard. Vous êtes juriste de formation, formateur et médiateur certifié chez Center for Nonviolent Communication au Québec. Même question qu'à Yves Le Bihan. À votre avis maintenant, quels sont les principaux défis et surtout comment les interprétez-vous pour ce leader de demain? La priorité, je la résumerai en une expression, c'est la conscience. La conscience, c'est la connaissance de soi. C'est ça, parce que si je suis dans cette conscience de moi, je suis dans le leader éveillé, je suis conscient de moi. Moi, pas dans ce qui se passe, pas au sujet de ce qui se passe dans ma tête, mais au sujet de ce qui se passe dans mon corps. Alors, c'est la conscience de soi qui est la piste. Parce que si je suis dans cette conscience, je suis capable de gérer mes moindres réactions. C'est-à-dire, je suis capable de les utiliser tel un signal qui me met en lien avec le sens, qui me met en lien avec ce à quoi j'aspire, avec les valeurs que je porte, les besoins qui m'habitent. Et ça, c'est une dimension fondamentale. Moi, je dis que le leader d'aujourd'hui, de demain, c'est celui qui a cette connaissance aiguisée de son propre fonctionnement pour se maintenir dans cet état d'équilibre. Parce que ce qu'il doit générer autour de lui, c'est ce même état d'équilibre dans cette complexité. C'est ramener de l'équilibre autour de lui. Alors ça va générer, bien sûr,
de la bienveillance d'une certaine manière, parce que cette bienveillance, on peut la traduire en termes neurologiques par de la sécurité, parce que le leader conscient, le leader éveillé, c'est une figure d'attachement pour les personnes autour de lui. C'est une figure d'attachement qui est sécure. Et revenons à nos bases, si je suis avec une figure d'attachement qui est sécure, je m'engage. J'ai envie de collaborer, j'ai envie de travailler avec vous. Et c'est ça que je vais générer et que je suis capable d'amener chez les autres d'une manière à ce que ça se fasse de façon très autonome, quoi. Alors, en gros, la conscience et la connaissance de soi. Bonjour Steven, vous êtes neurologue, directeur de recherche au FNRS à Liège en Belgique. En fait, on est très heureux de vous accueillir parce que l'angle que vous avez pour réfléchir sur ce leader éveillé, c'est un angle, je dirais, médical, scientifique et médical. Alors la question que j'ai envie de vous poser, en fait la même que j'ai posée aux autres intervenants, notre monde connaît aujourd'hui des accélérations fulgurantes, tant technologiques que sociales, économiques, culturelles et bien sûr environnementales. En plus, ces dernières années, on a vu se multiplier des dérives de toutes sortes, hein, c'est financier, éthique, écologique. Et en plus de ça, on constate que l'entreprise vit des malaises croissants du côté des cadres, mais aussi évidemment des salariés. On découvre une montée des risques psychosociaux, une montée des harcèlements de tout ordre. Bref, on est très, très bousculé. Alors vous, comme neurologue, comme homme de science, comme homme qui rencontrait des leaders qui sont parfois blessés, affectés ou vraiment diminués, comment vous voyez ce leader d'aujourd'hui et comment on peut, comment dire, l'aider dans ce monde bousculé de demain? Alors, je le vois avec beaucoup d'optimisme. Je pense que oui, il y a une série de défis. Nous vivons tous cette crise Covid comme un exemple où le besoin, c'est de reconnecter avec notre humanité. On vit dans un monde hautement technologique, hyper connecté. Nous sommes beaucoup sollicités. Je le vois dans mon métier comme professeur à l'université, comme neurologue, mais aussi comme papa, partenaire. Il y a beaucoup d'attentes et comment gérer tout cela. Je pense que il y a le besoin d'être plus attentif à notre bien-être mental. Et j'ai quelque part, après une crise personnelle, dû apprendre qu'il y avait autre chose que les médicaments. Comme médecin, j'ai cette connaissance et j'utilise toutes ces technologies pour mieux soigner. J'ai appris à prescrire des pilules et pourtant ces pilules et toutes ces interventions chirurgicales et autres ne m'ont pas aidé quand j'étais moi-même en difficulté. C'est ce que je raconte dans le livre, hein, La méditation, c'est bon pour le cerveau. Et c'était pour moi une découverte que je souhaite quelque part à tout le monde. Et donc, et c'est pour ça aussi que je réponds à votre invitation de partager l'importance pour chacun d'investir plus dans ce qui est tellement important, notre ressenti émotionnel. Je pense que le mot négligé me vient à l'esprit et donc pour moi, dès notre enfance, reconnecter avec notre besoin émotionnel. Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je me sens vraiment? Comment vous vous sentez? C'est une question que je pose à mes consultations comme neurologue ici au CHU. Je dirais quasi de manière routinière et pourtant elle est tellement importante, elle mérite vraiment un peu plus de réflexion. Moi-même, je pensais que cette attention à notre intériorité, c'était pas ce qui m'excitait le plus. Comme homme de science, j'ai investi toute ma vie dans l'accumulation de la connaissance et puis il y a aussi l'expérience et comment quelque part apprendre cet art de vivre, hein, cet équilibre entre mon développement professionnel et puis aussi tout le reste qui est tellement important, ma vie personnelle, ma famille.
Et à nouveau, c'est quelque chose où on peut plus nier qu'il y a une montagne d'études scientifiques. Et la psychologie positive nous l'apprend. On l'a, avec le labo, pu constater depuis maintenant un quart de siècle qu'on étudie l'esprit humain. Notre cerveau, il est plastique, il change en permanence, donc on a la possibilité, je dirais, on a la responsabilité de vraiment investir plus dans notre activité mentale, hein, ce cerveau qui pense, il ne peut pas s'en empêcher, ça saute d'une idée à l'autre, des pensées, des perceptions, et c'est très bien, ça nous permet de faire des grandes choses. Comme chercheur, la créativité, c'est très très important, mais parfois ça peut tourner aussi en boucle. Et on est, en tout cas moi, trop en train d'anticiper. On ne profite pas assez de ce qui est vraiment important, l'ici et maintenant. Et donc, avoir trop de planification peut nous empêcher de vivre pleinement, ou être trop en train de remâcher ce qui s'est passé, notre histoire personnelle. Et donc, pour moi, c'était une découverte, la méditation, la pleine conscience, l'étude de ces moines bouddhistes, Mathieu Ricard, qui est venu ici comme cobaye, qui a permis avec d'autres experts en méditation de voir avec l'équipe de nos propres yeux comment ces techniques-là vont vraiment changer la structure et le fonctionnement de notre cerveau. Et je le souhaite à tout le monde, et je le prescris maintenant comme médecin, et je le prescris aussi aux leaders, aux entrepreneurs. C'est aussi une catégorie qui, je pense, mérite plus d'attention, et qui peut bénéficier de ces connaissances avec les projets en cours. D'ailleurs, ici aussi à Liège, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui motive cet entrepreneur. Est-ce qu'il y a un mindset particulier? Est-ce qu'il y a une importance particulière pour cette flexibilité cognitive, mais pas juste pour être le premier, pour gagner, pour faire de l'argent, pour se dépasser, peut-être plus encore pour partager, pour travailler ses valeurs, pour développer son entreprise pour un monde meilleur. Et donc ça, c'est fascinant d'être quelque part avec l'équipe à ce croisement de deux mondes très différents. Vous, l'entrepreneuriat, l'intérêt pour le leadership, son accompagnement, et puis les neurosciences. Et donc, je suis convaincu qu'ensemble, on peut faire des belles choses, ce qui est tout simplement une reconnexion avec notre intériorité, nos valeurs. Et c'est autant plus important dans ce monde hyper technologique, aussi dans mon métier. J'utilise des scanners, des machines de plus en plus compliquées, l'intelligence artificielle, des superordinateurs qui vont me permettre sur des centaines, des milliers de patients avec des scanners dans mon domaine après un trauma crânien, et qui vont m'aider à mieux faire mon boulot. Et pourtant, je ne peux pas devenir un robot, et je peux aussi pas considérer le patient comme un chiffre. Donc, le défi pour moi, c'est justement de le faire avec humanité, de reconnecter avec mes propres émotions, celui de l'autre, développer l'empathie, la compassion. Et donc, ça, c'est fascinant. Et donc, je suis très heureux de voir des initiatives comme celle-ci, parce que le besoin, il est grand. Et il y a tellement de choses à faire pour assurer qu'on puisse travailler, mais travailler avec un sens. Voilà, vous venez d'entendre 3 intervenants, des 22 intervenants, imaginez-vous, qui vont partager leur expertise, leur expérience, leurs connaissances, leurs études, leurs recherches pendant le programme de Leader éveillé des 2 ans. Pourquoi on a commencé le programme Leader éveillé? Parce que
parce que je pense qu'on en a besoin. On a besoin d'être dans ses forces parce que le monde est tellement exigeant aujourd'hui. On a parlé de la complexité, des incertitudes, des changements rapides, de plus en plus rapides. Il y a quelques années, une durée de vie d'une entreprise était de 75 ans. C'est revenu à 15 ans et aujourd'hui, une durée de vie avant de se réinventer pour une entreprise, c'est 6 ans. Alors, imaginez comment il faut toujours être à l'affût, comment il faut toujours avoir un esprit clair et comment on doit être inclusif. On peut pas, il n'y a plus un leader qui peut faire ça seul. Il faut faire ça avec tout l'écosystème, non seulement qu'avec les employés, mais avec les fournisseurs. Donc, c'est d'avoir cette ouverture-là et de cultiver, de déployer les forces qu'on a déjà en nous. Tu sais, je vous dirais que toutes les personnes que je connais, surtout les leaders, on veut tout être la meilleure version de soi-même. Et pour avoir fait plusieurs recherches avec des hautes directions, la majorité veulent que leurs employés soient dans leur plein potentiel. Alors, plein potentiel, c'est pas juste les connaissances, c'est pas juste les techniques, c'est pas juste... Le plein potentiel, c'est le plein potentiel de qui on est avec les forces qu'on a à l'intérieur de nous. Alors, le plein potentiel de notre résilience, de notre créativité, de notre intelligence, et pour ça, pour aller taper là, ben c'est les 22 intervenants qui vont vous aider à faire ça. Parce qu'on touche la neuroscience, on touche l'intelligence émotionnelle, on touche la flexibilité psychologique, on touche la transformation, on touche l'éthique, on touche la motivation, on touche la créativité avec une artiste, on touche même le langage corporel, la communication consciente. Tout est là pour se découvrir et c'est des pratiques innovantes, la pleine conscience de vivre le moment présent tel qu'il est sans jugement. C'est une force incroyable et d'une puissance aussi pour un leader. Imaginez-vous un leader qui vit une situation avec un esprit clair et stable, qui ne résiste pas à la situation, qui est pas dans le déni et qui ne résiste pas à ça. Imaginez-vous comment ce leader-là peut voir la situation telle qu'elle est et agir en conséquence, en inclusivité avec ses équipes, avec ses collaborateurs, avec j'irais peut-être même un peu plus loin, même avec des concurrents. Je vous donne un exemple, les 22 intervenants qui ont accepté d'emblée de faire partie de ce mouvement-là de leaders éveillés, ils ont tous des formations, on aurait pu se voir comme des concurrents, mais non. On s'est dit qu'on avait toute la même intention d'aider les leaders à être le meilleur de ce qu'ils sont déjà. Merci Céline. Je reviens à vous quatre des deux côtés de l'Atlantique pour échanger sur les pistes qui s'offrent aux leaders de demain pour affronter tous ces défis. Il apparaît de plus en plus évident que le monde d'après aura plus besoin que jamais de leadership conscient, éthique et éveillé. Quelles sont à votre avis les pistes de réflexion inspirantes et les nouvelles pratiques innovantes qui pourraient nourrir ces nouveaux leaders éveillés? Tiens, commençons par Yves. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous. Ce que je vais vous proposer ne sont que mes convictions et ne doivent être que des sources d'inspiration et pas des dictates ou des leçons. Alors, premier enseignement pour moi, une pratique formelle qui est l'archi-humilité chez n'importe quel leader aujourd'hui, compte tenu des événements que vous connaissez, qu'on a tous vécus. Non, je dirais que pour moi, une pratique inspirante, c'est d'abord considérer que le leadership, c'est d'abord et avant tout un processus transformationnel
plutôt que l'acquisition, je dirais, ou l'empilement de compétences. Donc voilà, premier point, première pratique inspirante, c'est considérer qu'en tant que leader, on est en transformation. Ensuite, une pratique, pour vous répondre vraiment sur ce qui me vient là, c'est clairement et plus que jamais l'intériorité. C'est-à-dire, et quelle que soit la méthode d'ailleurs, la manière, où on va parler sûrement de méditation, de pleine conscience ou d'autres formes de méditative, mais je pense que cultiver une intériorité pour un leader aujourd'hui a beaucoup de vertus, comme par exemple chasser ses peurs, identifier en fait ses constructions mentales qui peuvent t'empêcher d'y voir clair. La confusion ou l'illusion sont aussi deux fléaux, je dirais, pour n'importe quel leader. Donc voilà, peut-être une première piste qui est comment peut-on, pour un leader éveillé, en conscience, cultiver cette intériorité tranquillement, voilà, et sereinement. Voilà un peu une première réponse pour moi. Et j'ajouterais, si vous me permettez, merci Yves de nous mettre en piste. Ça me réjouit de parler d'intériorité parce que je crois qu'on doit avoir des moyens concrets pour se rejoindre dans cette intériorité. Et entre autres, il y a des propositions qui sont fabuleuses, dont celle de Marshall Rosenberg en communication consciente ou non violente, pour vraiment être capable de se relier à ce qui est vivant en soi. Je pense que le leader, plus que jamais, a besoin de se relier. Et cette reliance à ce qui vit en soi permet l'émergence du sens à travers la notion de besoin. Alors, ce que j'aime vivre, ce à quoi j'aspire, voilà ce que le leader doit de plus en plus toucher pour le partager et avoir un impact autour de lui. Alors, j'avais envie d'ajouter cela aux propos de Yves et des moyens concrets qu'on peut se donner pour être en lien avec cette intériorité. Steven? Je suis très heureux aussi de rebondir là-dessus. Je pense que intériorité, c'est le mot-clé. Et qu'est-ce qui compte le plus, c'est ce qu'on n'apprend pas finalement. Donc moi, comme prof ici à l'UNIF, je suis aussi soignant et j'ai jamais appris déjà à écouter comment est-ce que je me sens, mes propres émotions, puis ceux du patient qui est en face de moi, mais c'est vrai pour chacun. J'ai appris à faire la différence entre la connaissance et puis l'expérience. Et je trouve que c'est dommage que quelque part, quelque chose qui est tellement important, aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, et on a tous vécu avec la crise actuelle comment on a le besoin de reconnecter avec notre intériorité, notre émotionnel. Et je trouve que nous sommes tous des leaders, hein, quelque part, que ce soit comme partenaire, comme parent, comme entrepreneur, ou peu importe où on fonctionne, c'est le défi d'être plus attentif à ce qui se passe là entre nos oreilles. Donc l'intériorité, les valeurs, reconnecter avec notre humanité, nos émotions, je pense. C'est un énorme défi qui est tellement négligé dans tout notre parcours scolaire et professionnel. Alors, si j'ai envie de rebondir aussi sur ce qu'ont dit mes confrères, cette introspection, cette intériorité mène à beaucoup de chemins très louables. Il y en a un autre, une pratique que je trouve très importante pour les leaders d'aujourd'hui et de demain, c'est la capacité finalement à y voir clair, à discerner finalement le bruit du signal, distinguer ce qui est vrai de deepfake, distinguer ce qui est essentiel de l'accessoire. Cette crise incroyable, encore une fois, que nous vivons, nous invite, je crois, à gagner dans cette lucidité, ce discernement. Et j'ai envie d'aller plus loin. Moi, une piste que l'on travaille à l'Institut français de leadership positif, qui, je pense, est une pratique à développer, c'est la capacité finalement à repérer nos principaux biais cognitifs et à les neutraliser plus vite. Pourquoi ? Tout simplement pour se nourrir de la diversité ou de la biodiversité cognitive, des diversités de pensée. Donc, quand on nous invite dans des tunnels de pensée conforme, de pensée convergente, de pensée de l'entre-soi, je crois que le leader éveillé demain devra au contraire se nourrir de la diversité de pensée. Donc voilà, une autre invitation à cultiver cette qualité, je dirais, de discernement en matière de pensée. Et j'ajouterais quelque chose d'important à tes propos, Yves, c'est en fait, il y a quelque chose à réapprivoiser, des mots comme bienveillance, empathie, gentillesse. Moi, je pense que le leader dans la complexité
se doit de les maîtriser, se doit de pouvoir l'être à son propre égard et de le semer autour de lui. Et je pense que la gentillesse permet de rencontrer la complexité, comme la bienveillance et comme l'empathie. Et d'ailleurs, l'empathie, c'est cette capacité de se relier à ce qui se passe chez l'autre, au-delà de ce qu'il se dit, au même titre que cette capacité de se relier à ce que moi je vis derrière ce que je me dis. C'est cette espèce de clarté, de distinction que tu amenais tout à l'heure, Yves, entre ce qui se passe entre mes deux oreilles versus ce qui se passe dans mon corps. Et c'est tellement sacré de pouvoir toucher ce qui se passe dans mon corps pour me maintenir dans un état d'homéostasie et avoir l'élan de m'engager avec les gens autour de moi. Je trouve ça intéressant qu'on parle de clarté parce qu'en 2014, j'étais à Katmandou, au Népal, et j'ai eu la chance de rencontrer le grand patron de tous les moines tibétains. Et je lui ai demandé quelle était la qualité première qu'un leader devrait avoir. Et après réflexion, il a répondu la clarté de l'esprit. Et la clarté de l'esprit, c'est tout ce dont on vient parler. Et il faut avoir la stabilité de l'esprit pour avoir une clarté. Il faut comprendre nos croyances, nos préjugés pour les reconnaître et avoir cette clarté d'esprit-là pour qu'on puisse justement discerner et poser les gestes justes. Puis, et finalement, ce que ça implique, c'est être capable de se métapositionner. Tu sais, le fait de cette intériorité, c'est d'être capable d'interoception, d'être capable de se relier à ce qui se passe dans son propre corps, dans sa réalité charnelle. Et cette capacité de se métapositionner passe par des pratiques comme le mindfulness ou comme d'autres pratiques qui permettent justement de prendre un temps de recul, un temps de retrait de ce qui se passe dans ce cerveau qui réfléchit tellement. Voilà. Et ça, c'est pour moi de la clarté comme t'amènes. Voilà. J'ai envie de vous relancer sur une notion qui me semble être je dirais, le résultat de l'accélération de notre planète. J'ai l'impression que le leader d'il y a 50 ans, ou voire un siècle, avait un élan qui était très différent de celui d'aujourd'hui. Il avait non seulement un espace-temps, mais il avait aussi un espace d'information qui était beaucoup moins encombré que celui d'aujourd'hui. Donc, dans ce contexte particulier, comment vous voyez la capacité du leader de prendre cette distance? Parce qu'en fait, manifestement, Céline parle de clarté d'esprit, vous parlez de reliance au corps, de cette capacité à se réouvrir, entre autres en évoquant le mindfulness. Comment ce leader aujourd'hui, avec cette pression du contenu, cette pression de la vitesse, comment il peut, quelque part, à travers certaines pratiques, retrouver un espace de discernement, un espace d'appréciation? Steven, par exemple. Mais comme on vient d'entendre, je pense que la méditation, c'est une forme de gymnastique mentale. Je pense qu'il y a pas mal de préjugés, en tout cas c'est ce que je constate, et à nous d'expliquer ce que ce besoin de se donner des moments de réflexion, de ne pas toujours être en train de réagir à tout ce qui se passe, à tous nos défis dans un monde hyper connecté où on est tout le temps sollicité. Et donc, c'est exactement pour cela, et je dirais, à titre personnel, à travers une crise personnelle, c'est souvent le cas, que j'ai moi-même appris la méditation. Et je trouve ça très, très particulier. Ça a ouvert un nouveau domaine de recherche où maintenant je le traduis aussi vers ma pratique comme médecin. Et c'est pour ça que j'ai fait le livre La méditation, c'est bon pour le cerveau, pour justement essayer de résumer tout ce qu'on sait maintenant sur une pratique qui, pour moi, répond à un besoin fondamental. C'est important d'être attentif à notre bien-être physique, notre hygiène de vie, la qualité de notre sommeil, la qualité de nos relations. Et la méditation fait partie de ces piliers.
Et je suis très heureux de voir que cela fait son chemin, que dans les entreprises, que les leaders sont plus ouverts à cela, mais il y a encore du boulot. Hein. Je pense que c'est un mot, la pleine conscience, mindfulness, qui, il y a pas mal d'intérêt dans les médias, et pourtant, à un niveau structurel, lors de nos formations, par exemple, hein, ces leaders et ce qu'on les apprend, ça fait pas encore partie du cursus et je pense que ce serait temps de changer de cela. Il y a des initiatives incroyables comme celle-ci, mais pour moi, ça mérite vraiment de faire partie du cursus obligatoire, non seulement d'ailleurs des leaders, des entrepreneurs, mais de chacun. C'est comme un prof de gym, hein, à l'école. Je trouve que c'est incroyable qu'on néglige nos besoins émotionnels encore aujourd'hui, comme on constate. Pour rebondir sur ce que dit Steven, je suis évidemment de 200% d'accord. Sans dogmatisme, la pratique de méditation, de pleine conscience, est une approche parmi d'autres. Pas de dogmatisme, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement utile. Tous ses bénéfices sont maintenant avérés par des preuves scientifiques. Je voudrais revenir sur post-Covid. L'enjeu avant le Covid, c'était la santé mentale, enfin un des enjeux principaux. Et ce que tu évoquais, Robert, espèce de distanciation du coup temporelle, faire des pauses pour mieux accélérer derrière. Je dirais ce rapport au temps doit changer. La pratique d'entraînement mental que l'on propose va amener de nombreux bénéfices, comme par exemple repousser cette distraction digitale, cette infobésité, cette invitation à être toujours dans l'accélération, l'immédiateté, le multitâche. Maintenant, on parle de Zoom fatigue. Bref, tout invite finalement pour un leader en conscience éveillé demain pour soi et pour ses équipes, de faire ces pauses mentales de régénération, de discernement. Et maintenant, c'est très simple. Quand on a 60 secondes devant soi, le temps de respirer, on a le temps de méditer, comme dit notre ami commun, Mathieu Ricard. Donc, voilà, ça va devenir, ces pauses mentales, d'oxygénation mentale, de bulles d'oxygène, vont devenir, me semble-t-il, fondamentales dans un acte courageux de n'importe quel leader demain, me semble-t-il. Et tout à fait. Et à ça, j'ajouterais, le divertissement est tellement grand aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent. Et la méditation ou la pause, ce que ça fait, c'est que ça nous aide ça nous entraîne à porter notre attention, à diriger notre attention. Et le leader va devoir apprendre à diriger son attention où ça importe. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Oui, je crois, et j'ai envie de faire du pouce là-dessus, c'est le muscle à développer, le muscle de l'attention. Où est-ce que j'amène mon focus? Est-ce que je maintiens mon focus sur ce que je me dis, sur ce que je pense, sur des conclusions que je tire, ou est-ce que j'arrive à diriger mon focus sur ce qui se passe dans la réalité corporelle, c'est-à-dire la réaction, la mienne, celle de l'autre en face, et surtout de me relier, parce que ce n'est qu'un signal, une émotion, c'est de me relier à ce que ça sous-tend comme valeur, comme besoin, comme aspiration profonde. Et si le leader est capable de jongler avec cette attention, parce que l'idée n'est pas non plus de ne mettre notre attention que sur cette intériorité, elle est aussi de mettre notre attention sur l'action, sur le dénouement par des stratégies qui sont en cohérence. Et voilà, donc il y a quelque chose, ce fameux focus, c'est quelque chose on va vraiment avoir à développer. C'est important, c'est fondamental, quoi. Si je peux me permettre, là me vient une idée en rebondissant sur ce que tu viens de dire. Le consciousness, donc cette qualité d'attention, d'être avec soi, les autres, doit être associé à ce que tu as dit précédemment, la bienveillance. Et donc, on parle de caring, mindfulness, d'attention bienveillante, non jugeante. Et je crois que les deux sont absolument indispensables. Et ce soin que l'on porte sur soi, à soi ou aux autres, quelque part, il va servir toutes ces politiques, ces stratégies de RSE ou de CSR, parce que l'attention et la bienveillance que l'on porte à soi et aux autres
elle doit se retrouver naturellement sur l'attention que l'on porte à cette planète pour laquelle on n'est que de passage et qu'on va léguer à nos enfants. Donc voilà, ça me semble important aussi de préciser ça comme point central pour le leader d'aujourd'hui et de demain. Ouais, parce que ce leader, en fait, si on le résume, c'est un connecteur, hein. C'est un connecteur. Moi, j'aime bien cette façon de le présenter, de dire c'est cette capacité qu'il a à se connecter à ce qui est vivant en lui, puis cette capacité d'inspirer cette connexion autour de lui. Parce que son vrai rôle, moi, je me plais à le dire, c'est de devenir inutile aussi, parce qu'il doit essaimer cette dimension, c'est-à-dire être capable de faire en sorte que les gens autour de lui assument leur propre leadership par cette capacité de connexion à eux-mêmes pour que finalement nous cessions d'être des jeux contre des tus, mais qu'on puisse travailler ensemble, qu'on soit vraiment une somme de jeux et de tus, qu'on soit des nous, et c'est ça qu'il nous faut dans la complexité, travailler ensemble, être ensemble, vivre ensemble, cohabiter. Moi, j'ai une grand-mère paternelle qui était remplie de sagesse, et quand j'étais plus petit, elle me disait, même si on n'était pas avec des données probantes à l'époque sur l'importance de l'intelligence émotionnelle ou relationnelle, on connaissait pas ces appellations, on n'avait pas de données scientifiques pour confirmer tout ce dont on parle. Mais elle nous disait, mon petit gars, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Mais je crois que c'est là que le leader d'aujourd'hui et de demain doit se trouver, c'est être capable de se relier à ce génie qu'il porte et l'amener autour de lui. Et si je peux citer Carl Gustav Jung, juste pour rebondir aussi, c'est formidable cette interaction, qui dit que si tu regardes à l'extérieur, tu rêves, si tu regardes à l'intérieur, tu t'éveilles. Et c'est exactement ça, regarder d'abord notre cœur. Et lui ne ment jamais, donc 100% d'accord, forcément. On est d'accord, et c'est ce qu'on va essaimer avec Leader éveillé, j'en suis convaincu. Absolument, moi aussi. Je crois qu'on est de plus en plus nombreux à être convaincus de tout ça. Merci pour vos interventions. D'ailleurs, c'est intéressant. La langue chinoise, l'intelligence, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans le cerveau. Eux, ils l'ont fait depuis très très longtemps. J'ai une dernière question et un tour de table, s'il vous plaît. On est dans un monde, comme on le sait, extrêmement évoqué, Yves, avec Covid-19 particulièrement. Les questions que vous posez, les points que vous apportez ici, en fait, se pose une évolution des valeurs aussi, sur lesquelles on travaille dans l'entreprise, les valeurs sur lesquelles on se base pour construire la relation entre le leader, les salariés, etc., etc. Comment vous voyez cette évolution-là et comment, à travers le programme Leader éveillé que vous avez effleuré en vous engageant aujourd'hui, comment vous voyez ce contexte et c'est nécessaire? Alors, je voudrais surtout pas monopoliser la parole, parce qu'il y a des personnes extrêmement, sûrement plus inspirantes et intéressantes que moi, mais j'aurais juste réagir. Les valeurs, pareil, on entend beaucoup parler, je vais tâcher de faire court. Pour moi, des valeurs, c'est, quand on se lève le matin, c'est ce qui nous guide. C'est ce qui est non négociable, ce qui est au-dessus de tout. Alors, un test que je propose, moi, aux leaders, c'est le test du miroir, c'est de se lever le matin et de se dire, quel type de personne est-ce que j'ai envie de voir le matin dans le miroir, en me rasant, en me maquillant. Donc, voilà, et d'une part, et d'autre part, il faut pas en avoir trop, les valeurs. 3, 4, peut-être, ça me semble mais elles sont non négociables. Elles sont des drivers absolus. Et quand on commence à les négocier, quand on commence à les contourner ou à ne plus les respecter, je pense qu'on n'a pas assez d'intégrité vis-à-vis de soi-même. En tout cas, on risque de heurter notre intégrité. Et c'est là où il faut changer, quitter ou faire autre chose. Alors c'est fondamental, mais c'est pas un travail simple, mais juste fondamental. Et voilà, agir selon ses valeurs et ses priorités me semble être aussi inspirant pour un leader éveillé. Moi, j'ai envie de rebondir parce que ce qu'il m'apparaît fondamental, c'est de distinguer les valeurs des stratégies, parce que très souvent, en général, certains leaders confondent les moyens qu'ils utilisent et finissent par croire que ce sont des valeurs ou des besoins. Alors, je pense que ce qui est d'abord important, c'est de se donner de la clarté sur ce que c'est une valeur, parce qu'une valeur, c'est intrinsèque, c'est pas en lien avec quelqu'un d'autre. Mais la plupart du temps, le leader qui est un être en général d'action va tout de suite se mettre en mouvement ou mettre en lien avec quelqu'un ou un groupe de personnes et tout à coup,
il va finir par croire qu'il porte une valeur. Et je crois que c'est aussi un exercice qui est demandant, celui d'être dans cette intériorité qui nous permet de connecter à ce qui m'habite. Parce qu'une valeur, c'est la vie qui m'habite, c'est ce que j'aime vivre, ce que j'ai envie de vivre. Et ça, c'est important de faire le point, d'avoir de la clarté autour de cette dimension-là, de distinguer une valeur d'une stratégie. Une valeur, c'est pas là qu'on se frotte, c'est pas là que les conflits naissent, c'est pas au niveau des valeurs qu'on porte, c'est au niveau des moyens dont on dispose pour les mettre en avant-plan, pour les mettre en action, quoi. Alors ça, moi, je mettrais mon focus sur cette dimension-là. Steven? Yves, tu as parlé du test du miroir, hein, pour inviter le leader à réfléchir sur ce qui compte vraiment, mais ça me fait penser aussi, comme médecin qui travaille aux urgences, aux soins intensifs, je vois beaucoup de fin de vie. Et ça, c'est un autre test. Quand le leader, il est là, il vit la catastrophe, c'est l'hémorragie cérébrale, c'est l'arrêt cardiaque, la réanimation, où on peut, je pense aussi, se poser la question, ben, qu'est-ce que je veux laisser quand je quitte cette planète-là? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et donc, les études qui vont s'intéresser à cette fin de vie, je pense, nous apprennent aussi sur qu'est-ce qui est vraiment important. Et je vois la même chose quand, comme neurologue, j'ai des consultations avec des personnes qui vivent des moments difficiles, des burn-out, et qui vont justement découvrir la méditation et faire ces découvertes où il me dit c'est dommage que j'ai attendu ma maladie, mon burn-out, pour travailler cela. Et donc, à nouveau, une invitation, évidemment, de ne pas attendre notre hémorragie cérébrale, la maladie ou ce qui se passe parfois, ce qui nous oblige à réfléchir et d'en tirer des leçons. On parle du leader, on parle de son travail. Et puis, évidemment, il n'y a pas que le travail, hein. Ce leader, il y a une famille. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de regrets quand ces personnes-là sont dans une situation critique. J'en ai jamais entendu un qui m'a dit « c'est dommage, j'aurais dû passer plus de temps au boulot ». C'est justement un moment où ils se disent ben, « est-ce que je ne suis pas passé à côté d'une série de choses ?» Et donc, cette question de valeur, de ce qui compte vraiment, ce défi pour chacun de nous, hein, de trouver la bonne balance entre le boulot et notre vie à côté. Voilà, c'est une invitation à réfléchir. N'attendez pas la catastrophe, n'attendez pas la crise. Agissez maintenant. Et donc, le leader, ben, c'est un gars qui agit. C'est une invitation à passer à l'action. Vas-y, Céline. Oui, tout à fait. Je trouve ça tellement, tellement intéressant. Il y a aussi les questions à se poser dans je pense que le leader de demain va devoir se demander quel est le succès. Qu'est-ce qui va définir le succès? Est-ce que et cet équilibre, Steven, dont tu parles, entre ma vie personnelle, oui, mes proches, entre le travail, mais entre aussi le bien commun, la collectivité et ma vie individuelle en tant que leader. Alors, quelle est ma responsabilité sociale? Où est-ce que je me situe? Quel est le succès aujourd'hui? Je pense pas que le succès, c'est seulement que les critères économiques. Donc, c'est toute cette intériorité-là où on invite les leaders à prendre conscience et à réfléchir et à trouver des pistes de solutions et des pratiques innovantes pour pouvoir arriver à leur aspiration. Et je pense que c'est ça le programme de Leader éveillé. En fait, j'ajouterais, Céline, si tu me permets. Oui, Robert, encore un mot. Oui, j'ajouterais que c'est en fin de compte, parce que dès la naissance, hein, on est câblé pour se relier.
C'est-à-dire cette recherche de sécurité, ou est-ce que je suis dans une situation de sécurité ou de danger? C'est ce que notre système nerveux nous permet de détecter. Mais une fois que je détecte cette sécurité, ben, je me relie. Et quand je me relie, j'ai soif que d'une chose, c'est de contribuer, construire, co-construire. Moi, je pense que le leader qui a envie de célébrer à la fin de sa vie, ben, il a créé des environnements sécures parce qu'il portait cette sécurité à l'intérieur, parce qu'il portait cette homéostasie qu'il a générée à l'extérieur de lui. Et ça, je pense que c'est fondamental. Oui, ben Steven, je pense qu'avec il y a ce besoin fondamental-là de sécurité, il y a le besoin fondamental de connexion et il y a le besoin fondamental de satisfaction aussi, de contentement. Et souvent, un leader, pas juste les leaders, je pense que tout le monde, on a un genre de je ne suis pas assez, j'en ai pas assez. Alors, comment on fait pour bâtir cette sécurité-là, pour bâtir cette confiance-là? Et je pense que je vais revenir au début de notre conversation. La seule façon, c'est de revenir à notre intériorité et à la conscience de soi, à nos forces intérieures que on a déjà en nous. Alors, les développer et les cultiver et trouver des pratiques pour ça. Le temps passe et je voudrais quand même respecter aussi nos spectateurs qui sont avec nous pour ce module. Si on devait boucler ce petit tour de piste, en un mot, qu'est-ce qui vous mobilise, vous, aujourd'hui, Steven, Robert, Yves et Céline, dans ce programme de leader éveillé? En un mot, c'est quoi qui a fait que vous êtes là et que vous serez là demain? Je veux bien répondre, c'est le mot utilité. Utilité. Voilà. Si je peux contribuer très modestement à ce programme pour aider à transformer des leaders, parce que ce sont eux les agents d'impact économiques, sociétaux, environnementaux. Voilà, utilité en un mot. Merci. Moi, j'irais avec un mot, c'est équilibre. C'est parce que ce que j'ai envie de semer autour de moi, c'est cet équilibre que je continue de mettre beaucoup d'énergie à maintenir à l'intérieur de moi. Alors, j'ai envie, à travers le programme, de donner des moyens concrets pour en arriver à toucher cette pratique de l'équilibre à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Voilà. Merci, Robert. Steven? C'est impossible de réduire ça à un mot, je pense. S'il faut choisir, je dirais bienveillance. Tout à fait d'accord avec tous vos mots. Et moi, je vais revenir avec le mot que tu as utilisé, je pense, c'est Robert, transformation. Je pense qu'on a besoin d'être capable de trouver un temps pour se transformer, pour être le meilleur de soi-même, pour que le meilleur advienne. Merci à vous pour ce riche échange. Nous aurons le bonheur de vous recroiser lors des rencontres et ateliers du parcours Leader éveillé. Donc je vous dis à très bientôt. Comme vous le constatez, le rôle réinventé du leader est plus urgent que jamais. Et à travers les premiers témoignages ici partagés, on ne peut que constater l'importance d'accompagner, supporter, encourager nos leaders à devenir toujours plus inspirants, plus éveillés. D'ailleurs, depuis l'annonce du lancement de ce programme, plus de 30 sommités dans le domaine nous ont rejoints des deux côtés de l'Atlantique pour s'impliquer avec enthousiasme dans Leader éveillé. Leader éveillé, en fait, c'est un des rares programmes en ligne et francophones qui se donne comme mission de développer des pratiques de leadership conscient. Leader éveillé, c'est avant tout une approche immersive qui vous permettra de découvrir et de pratiquer la pleine conscience et ses capacités à transformer son style de leadership dans un impact significatif pour la croissance de votre organisation, mais aussi, et on peut l'espérer, l'émergence d'un monde meilleur. Leadership éveillé, ce sont des entrevues avec des experts et des leaders accomplis. C'est le soutien d'un groupe de pairs tout au long du parcours, l'accompagnement d'un mentor,
des sessions mensuelles sur divers thèmes et l'expérimentation d'un projet en milieu de travail. Pour en savoir entre autres plus sur l'engagement sociétal du projet, ses implications auprès des jeunes leaders, je vous renvoie sur le site où vous trouverez tous les détails sur les modules, les contenus et bien sûr toutes les informations pratiques pour l'inscription. N'hésitez pas à partager cette présentation sur vos réseaux. Nous avons plus que jamais besoin de leaders éveillés. Et plus nombreux nous serons, plus nous pouvons espérer influer positivement sur le cours des choses. Au grand plaisir de vous retrouver sur nos réseaux sociaux et surtout cet automne pour le démarrage du programme. Alors, merci Patrick, merci Yves, merci Steven et merci Robert. Et à vous, merci d'avoir été là. À très bientôt sur Leader éveillé.